de palmiers préparés pour le séjour des touristes. La rentrée scolaire de milliers, voire de millions de familles en Égypte s'apprête ou ont déjà commencé hier une nouvelle année scolaire, que ce soit pour les élèves des écoles ou à l'université, les étudiants. C'est un événement majeur pour toutes les familles. Il faut se préparer psychologiquement, également financièrement et physiquement pour cette rentrée. Et afin de parler un peu de comment se préparer pour cet événement important pour toutes les familles en Égypte, comment préparer les enfants afin de commencer cette année avec beaucoup de rigueur et également de travail acharné pour terminer bien l'année. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Dina Saïd Al-Kordi, maître assistante au département de langue et de littérature à la faculté de lettres, Université d'Alexandrie, également formatrice des formateurs en technologie éducative. Alors, on parle de la rentrée scolaire. Oui. C'est un fardeau pour les familles égyptiennes, il faut l'avouer, mais on ne sait pas pourquoi. Il faut être plus enthousiaste et plus optimiste à propos de cet événement. Mais selon vous, pourquoi ça reste toujours un événement stressant ? Bonjour premièrement, merci de m'avoir accueilli dans ce programme. De mon point de vue, je vois que vraiment ça c'est un fardeau pour les familles, soit sur le plan financier, parce que toujours il y aura les demandes de la part de leurs enfants ou bien des élèves pour acheter des choses, ça c'est une part. D'autre part, concernant les écoles ou bien concernant l'université, je vais parler exactement, plus précisément des universités, étant donné que j'enseigne à l'université, c'est le fait que je vais suivre les cours et qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il y aura des cours privés que je vais prendre, comment, c'est-à-dire je vais m'organiser dans tout ça, parce que ça c'est le problème, parce que le problème chez nous, que l'étudiant il prend le cours à l'école et après cela il y aura un cours particulier qu'il va prendre et par la suite comment organiser entre ces deux-là et il va se trouver qu'il est toujours, disons, qu'il fait du travail qui est vraiment acharné entre les deux. Et en ce qui concerne l'université, puisque moi j'enseigne à l'université, ce que je trouve chez moi à l'université, que les étudiants, après avoir suivi leur parcours scolaire, bien sûr, quand ils vont aller à l'université, c'est un monde qui est vraiment tout à fait nouveau pour eux. Toujours sur le plan éducatif, parce qu'à l'école, ils sont toujours concentrés sur la parcurisation, ils parcurisent les leçons et tout ça, et les cours privés. Et après cela, quand ils vont à l'université, ils vont se trouver seuls. Ils vont étudier d'une manière autonome. Ils croient toujours que le professeur à l'université va leur donner tout le contenu de leur du cours. Pourtant, ça c'est pas vraiment la vérité parce que à l'université, c'est l'étudiant qui doit travailler. Il doit déployer de très grands efforts pour chercher l'information et tout ça. Le problème que l'étudiant n'est pas vraiment, comment dire, préparé. Oui, il n'est pas préparé à ça. Il n'est pas préparé à chercher l'information. Il attend toujours l'information de la part du professeur. Et c'est ça le problème toujours si nous allons entrer à l'université. C'est pour cela que on dit toujours qu'il y a des universités qui ont déjà commencé des cours disons, d'orientation ou bien de préparation pour les étudiants. Maintenant, c'est pas tout à fait répandu dans toutes les universités gouvernementales. Mais quand même, on essaye, c'est-à-dire de préparer les élèves ou bien les étudiants universitaires en leur disant comment vous allez faire des recherches, comment par exemple être en collaboration avec les uns les autres, parce qu'il y a toujours le travail collaboratif, comment par exemple assister au cours, quels sont vos droits et quelles sont vos obligations et tout ça. Donc c'est ce que je vois vraiment, ça c'est le problème pour l'étudiant universitaire surtout. Je vais parler toujours de l'université et vous faites ça, vous préparez les étudiants à adhérer à la vie à l'université.
Mais la période, juste la période avant, entre le bac et l'université. Alors, il y a des étudiants, mais beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à choisir, qui hésitent entre une telle faculté et l'autre. Et il y a maintenant un phénomène qu'on appelle le career coach, comme le life coach, qui aide ces étudiants-là à choisir selon leur hobby, selon leur idéologie, selon leur étude, ce qu'ils veulent ou la faculté qui est adéquate pour leur personnalité, je pense. Pour être franche avec vous, le career coach n'est pas encore appliqué dans toutes les universités gouvernementales. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire juste après avoir eu les résultats du bac, il y a l'étudiant qui voit par exemple, il veut entrer dans quelle faculté. Et après cela, il y a, par exemple, je prends la faculté où je suis, c'est la faculté des lettres. Nous avons 15 départements. Si par exemple l'étudiant veut entrer dans cette faculté, il va trouver 15 départements, lesquels il va choisir. Alors, chaque année, il y a la faculté qui organise une séance, disons, de préparation ou bien d'orientation. Et chaque professeur de chaque département, il va dire, par exemple, quels sont les avantages de ce département, par exemple, quels sont les débouchés, ou bien votre carrière après l'étude, c'est quoi, et tout cela. Et selon c'est-à-dire selon l'étudiant et selon son niveau, par exemple, son niveau de langue. Si, par exemple, chez nous, à la faculté des lettres département de français, donc il doit être diplômé d'une école française. Par exemple, il y a d'autres, nous avons nous venons d'ouvrir un nouveau département, c'est le département de la langue chinoise. Par exemple, les étudiants n'ont jamais appris cette langue. Alors, il y a par exemple des cours supplémentaires qu'ils peuvent prendre pour, par exemple, entrer dans ce département. Et ça dépend, donc, il y a toujours des professeurs de chaque département qui va orienter les étudiants. Et c'est à eux, en fait, de choisir. Mais jusqu'à maintenant, le career coach, ce dont vous avez parlé, n'est pas vraiment très appliqué dans les universités gouvernementales. Plutôt, c'est dans les universités privées. On leur donne des cours de préparation, comment choisir, par exemple, on leur fait des tests psychologiques premièrement pour voir quels sont les points forts et les points faibles de leur personnalité. Et à partir de cela, on va choisir le domaine que j'aime, par exemple, étudier. C'est ça. Alors là, c'est une médaille à double face puisque ce n'est pas uniquement ce que j'aime étudier, mais également on doit prendre en considération, si jeune, ce que le marché du travail demande. C'est-à-dire, en terminant le bac, comment un élève qui a 18 ans, par exemple, peut-il savoir les contraintes et les critères selon lesquels il sera embauché dans une société ou une autre. C'est-à-dire, en choisissant, par exemple, les lettres françaises, parce que moi, j'aime lire, j'aime les langues, c'est pas évident que ça sera une étude qui va me trouver une carrière ou un travail. Cette période très critique de la vie de l'élève, comment peut-on faire de sorte que l'élève peut choisir ce qu'il aime, mais en même temps répondre aux besoins du marché du travail? Ok. Maintenant, il y a deux choses. Premièrement, par exemple, pour les départements ou bien pour les facultés, ils peuvent... c'est-à-dire, ça, c'est un travail administratif, en fait, de la part des professeurs et de l'administration des facultés, que les facultés peuvent un peu changer leur cursus universitaire pour qu'il soit adéquat au marché du travail. Ça, c'est une part. D'autre part, il y a le rôle de l'élève, ou bien le rôle de l'étudiant universitaire. Moi, je comprends vraiment ce que vous avez dit, qu'il y a beaucoup de départements qui peuvent donner des diplômes, mais ces diplômes-là ne sont pas vraiment très adéquats au monde du travail, ou bien l'étudiant, il va sortir, il ne va pas trouver du travail. Alors, nous parlons ces jours-ci, dans le monde entier, de faire, disons, un shift ou bien pour la carrière. Ça veut dire que je peux, par exemple, en même temps, c'est-à-dire à part l'étude universitaire, je peux suivre d'autres cours, ça va, par exemple dans n'importe quelle autre langue ou bien dans n'importe quelle autre discipline, pour être à la hauteur une fois que j'ai terminé mes études. Et tout cela, ça peut être fait à distance, parce que maintenant, nous parlons toujours de
des études à distance. Nous avons plusieurs études. Par exemple, nous avons maintenant, on parle des MOOC ou bien des Massive Open Online Courses ou bien des cours en ligne ouverts et massifs. Ce sont des cours qui sont offerts gratuitement de plusieurs universités internationales qui sont connues sur le niveau international dans tous les domaines et dans toutes les disciplines. Alors, l'étudiant peut choisir maintenant n'importe quel domaine ou bien n'importe quelle discipline qui lui plaît et après cela, il peut suivre tous ces cours-là gratuitement à distance pour une durée de 1 mois ou bien 1 mois et demi, moyennant 2 ou 3 heures, par exemple, de travail par semaine. Alors, donc, il peut suivre ça et par la suite, il va vraiment sentir qu'il a fait quelque chose, qu'il a, par exemple, d'autres certificats, qu'il a d'autres compétences. Qu'il a acquises, bien sûr. Et tout cela, c'est connu dans le monde entier. On parlait maintenant vraiment du self-learning, comme on dit, ou bien de l'auto-apprentissage. Et voilà, ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire, on n'attend pas toujours que la solution va être de la part de l'administration ou bien de la part du gouvernement. C'est-à-dire, l'étudiant lui-même, il doit avoir un rôle à choisir les cours qu'il veut suivre, c'est-à-dire ce qu'il veut faire, à part les études universitaires. Et est-ce que ces études-là, donc l'auto-apprentissage, est-ce que c'est approuvé par le gouvernement, c'est officiel? Parce que ces certificats-là, est-ce que le gouvernement, par exemple, ou n'importe quel bureau gouvernemental, oui, est-ce que ça va être valide pour eux? En fait, ça dépend. Je ne peux pas dire que vraiment c'est approuvé ou bien c'est valide de la part du gouvernement. Mais ce que je dis, moi, je comprends que l'étudiant est toujours surchargé et lui, il a beaucoup d'études à faire à la faculté. Et donc, faute de temps, qu'est-ce qu'il va faire donc dans ce cas-là? Donc, il va chercher tout ce qui se trouve sur Internet. Ces cours dont je parle, ce sont des cours qui sont donnés par des universités internationales qui ont vraiment une très grande réputation dans le monde entier. Et ces cours sont gratuits et offrent après cela des certificats. Jusqu'à maintenant, franchement parler, il y a encore disons, des bureaux gouvernementaux qui ne vont pas accepter ce genre-là de cours. Donc, je pense que c'est le rôle maintenant de l'administration, ou bien disons des professeurs, d'essayer de mettre, en fait, ou bien de faire des campagnes de sensibilisation maintenant aux recruteurs, ou bien aux administrations gouvernementales, pour leur dire maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle l'auto-apprentissage. Parce que vraiment, ça c'est maintenant, c'est tout ce qui disons, c'est la nouveauté dans le monde entier maintenant. On parle de l'auto-apprentissage. Mais jusqu'à maintenant, il y a toujours des doutes, il y a toujours des hésitations. Si par exemple, le certificat n'est pas certifié de la part d'un bureau ou bien d'une institution gouvernementale, donc nous n'allons pas l'accepter. Mais nous devons changer de mentalité. C'est ça. Parlant de ce changement de mentalité, pourquoi ne pas avoir un système universitaire beaucoup plus adapté à nos besoins? Par exemple, si on parle de l'Europe, c'est Bac+3 pour se spécialiser. Et on se contente de ce diplôme avec 3 ans d'université si on veut commencer tout de suite. Sinon, si on veut approfondir nos connaissances, avoir une spécialité plus distinguée, on va faire une année de maîtrise. Ça n'existe pas ici en Égypte. 4 ans, si vous choisissez au début, c'est ça, avec ce cursus, avec ce choix que vous allez terminer les études. On n'a pas vraiment le choix de changer au milieu et en même temps de garder le diplôme. Que pensez-vous d'un système pareil? Est-ce que ça peut vraiment être beaucoup plus, si vous voulez, intéressant et au profit des élèves? En fait, ça c'est un problème aussi de mentalité un peu. Disons que le fait que nous devons changer un peu pour avoir des formations qui sont professionnalisantes plutôt, ça c'est un problème toujours de mentalité. Toujours nous avons ici l'idée que je dois, par exemple, que quand je vais choisir la faculté, donc je vais continuer, après cela je vais faire par exemple un magistère de 5 ans. Pourtant là-bas c'est par exemple, c'est juste 2 ans seulement. Et après cela nous allons faire un doctorat, je ne sais pas, de 5 ans ou bien de plus, plutôt là-bas c'est 3 ans et c'est fini. Parce que la mentalité est tout à fait différente. Alors, ce que je peux dire, que
nous devons vraiment changer un peu la mentalité. Maintenant, on accorde une très grande importance aux formations professionnalisantes, plutôt, dans le monde entier. Et bien sûr, à part la formation académique, on ne dit rien de ça, mais en fait, maintenant, nous n'avons plus de professionnels et plus de personnes qui sont plus compétentes sur le marché du travail. Parce que nous avons un grand nombre de personnes qui sont graduées ou bien diplômées de la faculté et même qui sont titulaires d'un doctorat ou bien d'un master, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Notre problème, c'est le problème de penser maintenant aux compétences. Nous devons vraiment penser aux compétences. Et c'est ce que notre président a mentionné lors du dernier forum des jeunes. Il a parlé maintenant que nous devons accorder de l'importance aux compétences plutôt des jeunes, plutôt que, c'est-à-dire penser toujours que nous avons les études, par exemple, ou bien le titre, ou bien le grade de master, ou bien de doctorat, et c'est point final. Et si, par exemple, l'étudiant, il veut changer de département, ou bien il veut changer de carrière, il veut changer d'études, il a complètement le droit de faire ça. Mais ça c'est normal et ça se trouve dans le monde entier. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours le problème de mentalité et le problème que la personne, après par exemple quelques années, est-ce que je peux par exemple changer? Est-ce que la société va m'accepter? Est-ce que je ne sais pas le point de vue de mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le point de vue de mes études, par exemple de mes amis, c'est toujours ça, c'est le problème. Nous ne sommes pas vraiment habitués à changer. C'est ça. Moi, je vais parler d'un autre sujet, c'est la compétition ou le concours Ma thèse en 180 secondes. Vous avez remporté le premier prix. Félicitations d'abord. Merci. Alors, parlez-nous de cette expérience et aussi de la prochaine étape, c'est le Sénégal, non? Oui, exactement. Et en fait, Ma thèse en 180 secondes, et ça, c'est un concours international qui se fait dans plusieurs pays francophones. Moi, j'ai remporté le premier prix de l'édition nationale ici en Égypte. J'ai remporté le prix du public et le prix du jury. Alors, la deuxième étape, c'est que je vais partir au Sénégal pour représenter l'Égypte avec 17 autres lauréats du monde entier. C'est-à-dire, il y aura le concours international. Je vais donc représenter mon pays. C'est quoi donc Ma thèse en 180 secondes? Et ça, c'est un concours pour les doctorants ou bien les doctorantes. Ce sont les personnes qui préparent déjà une thèse de doctorat ou bien qui ont soutenu leur thèse de doctorat. Ils vont, en fait, le challenge ou bien le défi, c'est quoi? Que vous allez présenter toute la thèse dans 3 secondes, dans 3 minutes seulement, dans 180 secondes. Si vous allez dépasser les 180 secondes, donc vous allez être bien sûr exclu de la compétition. Et le challenge aussi que vous allez expliquer le contenu de votre thèse d'une manière qui est très simplifiée et vraiment très intéressante et très attirante, parce que faites attention que le public ou bien même le jury ne font pas partie de votre discipline. Alors, c'est pour cela que l'étudiant ou bien le doctorant doit faire une certaine vulgarisation de son sujet de thèse. Il ne va pas entrer dans les détails et parler d'une manière scientifique. Non, il s'agit de simplifier les informations et de faire une certaine vulgarisation pour qu'elle soit compréhensible de la part du jury. C'est ça. Donc ça, c'est le challenge du concours. Donc je vais représenter l'Égypte. Et dans le concours international qui sera fait du mois de septembre. Très bien. Est-ce que vous aviez recours à d'autres moyens, d'autres outils en parlant de votre thèse, ou c'est uniquement vous qui prend la relève, qui explique? Bien sûr, moi j'ai reçu une formation en art oratoire, l'art oratoire et le coaching et la prise de parole devant le public. C'est l'AUF, c'est l'Agence universitaire de la francophonie qui est partenaire dans l'organisation de ce concours-là international, qui a formé tous les doctorants ici en Égypte sur la prise de parole, l'art oratoire. Nous avions un coach camerounais qui nous a formés sur ça. Donc vraiment, ça, c'était pas très facile du tout. Le fait que vous allez parler devant le public et vous allez contrôler votre stress et votre trac et tout cela pour faire la présentation dans 3 minutes. Et d'une manière aussi intéressante et attirante, et les autres doivent vous comprendre. Ça, c'est un autre problème. Parce que parfois, je peux faire la présentation et les autres, ou bien le public, ne peut pas me comprendre, ne pas comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait avec l'AUF et je continue toujours à suivre les formations, à part, bien
bien sûr le fait de suivre ou bien de visionner des vidéos sur la prise de parole et les autres ou bien les anciennes éditions de la compétition sur le niveau international qui se trouvent déjà sur YouTube. On va parler maintenant du rôle de la technologie dans l'enseignement. Il y a par exemple de nouveaux moyens dans les écoles comme les tablettes. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre aux universités à ces moyens-là technologiques, des tablettes dans la faculté, surtout dans la faculté des lettres? Est-ce qu'on peut utiliser ces moyens pour les examens par exemple, ou c'est la méthode traditionnelle? En fait, il y a bien sûr des initiatives, mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des obligations que nous devons vraiment utiliser la technologie. Jusqu'à maintenant, il y a des initiatives. Mais à part la tablette, pour vraiment utiliser la tablette et tout cela, nous avons un problème d'infrastructure parce que vous devez être connecté, vous devez bien sûr avoir de l'Internet. Et ça, c'est un peu difficile. Surtout que, par exemple, dans ma faculté, ou bien c'est-à-dire dans la plupart des facultés ou bien des universités gouvernementales, nous avons un problème de massification. Nous avons un grand nombre d'étudiants qui peuvent vraiment être dans la classe. Donc le fait d'utiliser la tablette, jusqu'à maintenant, je ne sais pas vraiment si ça peut être fait ou non, mais ce que je peux vous dire, que nous avons par exemple les smart boards, comme on dit, ou bien le tableau blanc interactif. Maintenant, ça peut être dans les classes maintenant, ou bien dans les salles des universités. À part ça, nous pouvons donc par la suite appliquer aussi la classe inversée. La classe inversée, c'est ce que par exemple moi j'applique avec les étudiants chez moi à l'université. C'est le fait que par exemple je vais leur donner le contenu de mon cours à l'avance, mais le contenu doit être sous format interactif un peu, c'est-à-dire format intéressant. Il ne suffit pas par exemple de leur scanner des livres ou bien je ne sais pas des feuilles, après cela je vais les mettre sur une page sur Facebook ou bien par exemple sur une plateforme. Alors non, je vais donc rendre mon contenu d'une manière qui est vraiment numérique, ludique aussi. Et après cela, les étudiants vont découvrir tout cela à la maison. Donc, ils sont connectés. Si nous allons parler maintenant d'un problème de connexion, bien d'infrastructure, alors ils vont être connectés, bien sûr, à la maison parce que chaque élève maintenant a la connexion Internet. Et même, par exemple, d'après leur tablette à la maison ou bien d'après même leur téléphone portable parce que tout le monde est connecté. Et après cela, et le lendemain, ils vont venir et nous allons discuter ensemble de ce qu'ils ont lu à la maison. Il y a maintenant aussi d'autres moyens comme par exemple la gamification ou bien la ludification. Le terme anglais gamification, ça vient de gamification. C'est le fait que le professeur maintenant, il peut concevoir quelque chose qu'on appelle un jeu sérieux. Ça va comme les jeux que nous pouvons trouver sur Internet ou bien sur les téléphones portables. Donc nous allons concevoir un jeu sérieux et ce jeu sérieux-là va servir maintenant l'objectif de mon cours. Si par exemple, moi j'enseigne le français des affaires et je dis à mes étudiants que quand vous allez passer un entretien d'embauche, vous devez, je ne sais pas, dire n'importe quoi et par exemple dire de telles phrases et le recruteur il doit lui aussi vous dire quelques phrases. Alors au lieu de renseigner d'une manière traditionnelle, donc je peux concevoir un jeu. Ça va entre deux personnes, et l'étudiant, il va jouer et par la suite, il va donc apprendre par le jeu. Donc, il y a des jeux qui existent déjà sur Internet, qui sont conçus, mais pour les professeurs qui n'ont pas, par exemple, les moyens ou bien pour qu'ils puissent avoir recours à un programmeur qui peut vraiment concevoir le jeu parce que vraiment, ça coûte cher et ensuite, c'est-à-dire, c'est du travail. Il y a même des applications maintenant qui sont vraiment gratuites et qui se trouvent sur Internet avec lesquelles on peut concevoir le jeu vidéo ou bien, c'est-à-dire le jeu sérieux. Ce sont des applications qui sont vraiment gratuites et qui sont très faciles à utiliser. C'est un sujet intéressant. Oui, très intéressant. Oui, mais on arrive au terme de notre interview. On tient à vous remercier, Dina Saïd El-Kourdi. Vous êtes maître assistante au département de langue et de littérature française, Université d'Alexandrie. Merci bien. Madame. Et également, vous êtes formatrice de formateurs en technologie éducative, un sujet qu'on doit aborder dans d'autres émissions. Merci madame et bonne chance madame. pour votre concours à ma thèse en 180 secondes au Sénégal. Merci à vous. Merci. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme. Bonjour l'Égypte pour aujourd'hui.